scolaire, il peut arriver qu'un membre du personnel ait à utiliser une mesure de contrôle pour assurer la sécurité de tous face à un élève en crise ou qui présente un comportement dangereux. Appliquer une mesure de contrôle est toujours une intervention de dernier recours en situation d'urgence afin de protéger l'élève, ses pairs et les intervenants. Afin de mieux comprendre ces situations et les actions à prendre, ce cadre de référence sur les mesures de contrôle en milieu scolaire, Ensemble pour prévenir et protéger, a été élaboré. Il permet d'assurer des interventions de qualité adaptées au réseau scolaire québécois pour prévenir et encadrer l'utilisation de mesures de contrôle. Pour ce faire, il propose d'unir les expertises du personnel scolaire, de la famille et de la communauté dans l'optique de contribuer ensemble à un climat sain et sécuritaire dans toutes les écoles. De ce fait, tout le personnel scolaire est visé par le contenu de ce cadre, de même que les partenaires du réseau de l'éducation et les parents qui ont avantage à le connaître dans leur rôle de soutien à l'élève et au personnel scolaire. Au fil de cette capsule, nous vous présenterons les éléments essentiels du cadre de référence pour vous aider à mieux comprendre le sujet des mesures de contrôle. Ce cadre de référence poursuit divers objectifs, soit de sensibiliser tous les membres du personnel scolaire aux enjeux éthiques et légaux concernant le recours aux mesures de contrôle à l'école, soutenir le milieu scolaire dans la mise en place d'interventions préventives et éducatives pour favoriser un climat sain et sécuritaire, soutenir le milieu scolaire dans la mise en œuvre de mesures alternatives afin de limiter au minimum le recours aux mesures de contrôle, et enfin, de favoriser une compréhension commune en proposant un vocabulaire consensuel lié aux mesures de contrôle. Concernant le vocabulaire, il est essentiel de bien comprendre ce que l'on entend par mesures de contrôle. En milieu scolaire, deux grandes catégories de mesures de contrôle sont généralement observées: la contention et l'isolement. La contention consiste à empêcher ou à limiter la liberté de mouvement d'un élève en employant la force humaine ou un moyen mécanique ou en le privant de moyens qu'il utilise pour pallier un handicap. Par exemple, maintenir physiquement un élève qui frappe un camarade ou utiliser une veste de retenue dans le transport scolaire pour maintenir un élève en position assise sont des exemples de contention. Pour ce qui est de l'isolement, il vise à confiner l'élève pour un temps déterminé dans un lieu d'où il ne peut sortir librement. Par exemple, empêcher un élève de quitter un espace en tenant la poignée d'une porte fermée ou en lui bloquant physiquement l'accès sont des exemples d'isolement. En d'autres mots, la contention et l'isolement sont des mesures de contrôle puisque le but visé par ces interventions est d'entraver la liberté de mouvement ou de restreindre la capacité de l'élève. Le personnel scolaire doit être capable de reconnaître les interventions qui sont des mesures de contrôle, car elles sont des mesures exceptionnelles. En effet, ce caractère exceptionnel découle du fait que l'utilisation de mesures de contrôle restreint la liberté de l'élève et peut porter atteinte à sa dignité, à sa sécurité, ainsi qu'à son développement. Compte tenu des risques de préjudice qui leur sont associés, la formation est fondamentale pour l'ensemble du personnel scolaire afin d'être en mesure de recourir à des interventions adéquates selon les situations, incluant celles pouvant nécessiter le recours à des mesures de contrôle. Cela implique de faire usage des mesures de contrôle avec discernement et selon un continuum d'intervention connu par l'ensemble du personnel scolaire pour agir tôt et en amont de l'apparition des difficultés. Les organismes scolaires sont ainsi appelés à instaurer des interventions préventives et des mesures alternatives dans le but de diminuer, voire d'éliminer l'utilisation de mesures de contrôle. De plus, dans l'optique de préserver la santé physique et psychologique des élèves et du personnel scolaire, comme nous le verrons plus en détail, l'utilisation de mesures de contrôle doit être encadrée par des protocoles pour assurer des interventions sécuritaires et respectueuses du cadre légal en vigueur. Ces protocoles doivent s'appuyer sur les 5 principes directeurs de ce cadre de référence qui énoncent des valeurs, des attitudes et une posture à adopter lorsqu'une situation d'urgence nécessite le recours à une mesure de contrôle en milieu scolaire. Ainsi, toute mesure de contrôle doit être envisagée en dernier recours et lorsqu'un danger est imminent, c'est-à-dire de façon exceptionnelle,
uniquement lorsque la sécurité de l'élève ou d'autrui est compromise et que les interventions préventives et les mesures alternatives visant à l'éviter ne sont plus efficaces ou possibles. Toute mesure de contrôle doit être la moins contraignante possible et maintenue pour une durée la plus brève, c'est-à-dire être cessée dès que le danger est écarté. Toute mesure de contrôle doit être réalisée en assurant le respect, la dignité et la sécurité de l'élève, ce qui veut dire dans un contexte de relation d'aide. L'intervention doit être réalisée par des personnes dûment formées et une surveillance attentive et constante est requise pendant et après l'utilisation de la mesure. Les protocoles qui balisent les interventions préventives, les mesures alternatives et les modalités d'application des mesures de contrôle autorisées par l'établissement d'enseignement doivent être respectés tels que le protocole école et le protocole élève. Également, des modalités post-situationnelles qui permettent notamment d'assurer un suivi auprès de chaque application d'une mesure de contrôle devront être prévues. Il est à noter que le cadre aborde également les particularités relatives à la planification d'une contention mécanique, de même que certains éléments à considérer lors de l'utilisation de la contention mécanique dans le transport scolaire. De plus, le cadre de référence présente deux contextes d'intervention où une mesure de contrôle peut être appliquée: le contexte d'intervention non planifié et le contexte d'intervention planifié. Le contexte d'intervention non planifié réfère à une situation d'urgence où une mesure de contrôle est utilisée auprès d'un élève qui présente un comportement inhabituel et imprévisible, mettant en danger de façon imminente sa sécurité ou celle d'autrui. Dans ce cas, une mesure de contrôle est appliquée en cohérence avec le protocole école. Pour sa part, le contexte d'intervention planifié réfère à une situation d'urgence où une mesure de contrôle est utilisée auprès d'un élève qui présente un comportement connu et susceptible de se répéter, mettant en danger de façon imminente sa sécurité ou celle d'autrui. Dans ce cas, la mesure de contrôle préalablement planifiée pour l'élève concerné est appliquée dans le respect du protocole élève. Il importe de faire la distinction entre ces deux contextes d'intervention, car au Québec, il existe une activité réservée à certains professionnels quant à la décision d'utiliser une mesure de contention en contexte d'intervention planifiée. Les professionnels habilités à réaliser cette activité réservée, présents en milieu scolaire, sont les ergothérapeutes, les psychoéducatrices et les psychoéducateurs, ainsi que les psychologues. L'étroite collaboration avec le personnel professionnel habilité, c'est-à-dire possédant les compétences légalement reconnues, demeure un incontournable. Dans le but de favoriser des pratiques collaboratives, le cadre de référence clarifie les rôles et les responsabilités de chacun. En plus de l'implication du personnel professionnel habilité et des membres de l'équipe école, l'élève et ses parents ainsi que les partenaires, comme le secteur de la santé et des services sociaux, devraient être impliqués dans la recherche de solutions au regard des choix d'intervention. Une mise en commun des savoirs de chacun peut éviter de recourir aux mesures de contrôle. En somme, en raison du risque de préjudice de nature physique et psychologique que peut causer l'utilisation d'une mesure de contrôle chez un élève ou un membre du personnel, il s'avère essentiel que les milieux scolaires se dotent d'une démarche d'intervention. À cet effet, plusieurs outils à l'intention des établissements d'enseignement ont été développés. Par exemple, un outil de planification, des modèles de protocole école et élève, un modèle de rapport d'événements et différents aides-mémoires sont proposés. En terminant, ce cadre de référence se veut inspirant, en offrant au milieu éducatif l'occasion d'ajuster ses procédures selon les encadrements en vigueur et conformément aux bonnes pratiques, tout en préconisant des collaborations étroites entre chaque personne concernée. Ce cadre, qui doit être connu et actualisé par l'ensemble des intervenants scolaires concernés, mise sur le maintien d'un climat scolaire sain et sécuritaire, permettant de préserver à la fois la santé physique et psychologique des élèves et du personnel scolaire. Ce cadre résulte d'un travail concerté incluant plusieurs acteurs clés et d'une vaste consultation de partenaires de l'éducation.